Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'apport de la démocratie participative avant, pendant et après une crise. Exemple suisse. Et j'ai choisi, parce que c'est d'actualité, l'exemple de la Covid et de la façon avec laquelle on a préparé la pandémie, enfin, on a préparé les mesures éventuelles pour la pandémie, comment on est en train de régler les questions juridiques, sanitaires, durant la pandémie et peut-être juste après, voir ce qu'il s'agirait de faire éventuellement après la pandémie, puisqu'on part quand même du principe que cette pandémie, du moins tout le monde l'espère, elle finisse un jour. Je crois que l'exemple le plus parlant et d'actualité, comme je l'ai déjà dit, c'est la pandémie de Covid en Suisse. Alors, peut-être sans faire un cours de droit constitutionnel, il est quand même important de fixer quelques bases et donner quelques notions concernant le système suisse qui est relativement singulier, qui est relativement spécial par rapport au système de beaucoup d'autres pays. Je connais pas mal de constitutions de pays, notamment francophones, puisque pendant longtemps, je me suis occupé de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et on voit que la Suisse est un cas particulier. La Suisse, d'abord, c'est une démocratie semi-directe avec un parlement composé de deux chambres qui ont des pouvoirs égaux et qui disposent aussi de droits populaires étendus avec deux instruments que sont d'un côté l'initiative populaire et de l'autre côté le référendum. On parlera beaucoup de référendum parce que vous verrez, ce droit populaire a beaucoup été utilisé, il sera de plus en plus utilisé euh, concernant cette pandémie. Donc d'abord, la Suisse est un État fédéral, comme l'Allemagne, les États-Unis, le Brésil, d'autres pays. Le nom Confédération helvétique ou Confédération est un nom qui est juridiquement peu exact parce que la Suisse, depuis 1848, depuis la création de l'État fédéral, elle n'est plus une confédération d'États. Avant, jusqu'en 1848, la Suisse était une confédération d'États. C'est pour ça qu'on pouvait l'appeler confédération. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que souvent, même dans la Constitution fédérale, quand on parle de la confédération et quand dans le public en Suisse, on parle de la confédération, c'est l'État fédéral. Alors, c'est vrai que c'est juridiquement impropre, mais enfin, c'est devenu quelque chose qui est communément utilisé. Donc, quand j'utilise confédération, c'est vraiment l'État fédéral. La Suisse compte 26 cantons qui ont des compétences relativement larges, compétences qui tendent toutefois à se réduire progressivement. C'est-à-dire que la centralisation existe, c'est-à-dire que si au départ de l'État fédéral, les compétences, les plus grandes compétences étaient plutôt au canton, on constate que de plus en plus, le Parlement est assez centralisateur, même si les cantons s'opposent souvent à cette centralisation par le biais de référendums ou par le biais d'initiatives populaires ou de modifications constitutionnelles, et n'acceptent pas que la Confédération prenne trop de pouvoir par rapport aux cantons qui sont souverains. La Confédération donc, dispose d'une constitution qui prévoit à son article 3 que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et que ces cantons exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Donc, il y a une compétence primaire des cantons et ensuite la Confédération a des compétences qui sont fixées par la Constitution. Donc, pour schématiser, vous avez des compétences qui sont uniquement cantonales, c'est notamment les questions de sécurité, police cantonale, beaucoup de questions d'éducation relèvent des cantons. Vous avez des compétences uniquement fédérales, c'est notamment tout ce qui concerne l'armée et les affaires étrangères. Et vous avez entre ces deux compétences, qui sont relativement claires, des compétences partagées, et c'est notamment le cas des questions de santé ou de santé publique. Donc, pour traiter le thème qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avant la crise? Alors, avant la crise, et je pars du principe qu'on va discuter de la Covid ou du Covid, comme vous voulez, j'ai déposé, lorsque j'étais au Parlement, une interpellation en 2009 pour demander, suite à la grippe H1N1, comment la Confédération pouvait se préparer à une prochaine pandémie. Notamment la question du poids des entreprises pharmaceutiques. En Suisse, vous le savez, le poids des entreprises pharmaceutiques est grand.
coordination avec l'OMS, la coordination avec l'Union européenne et la coordination entre la Confédération et les cantons. La Suisse, donc, le Conseil fédéral, qui est le gouvernement fédéral, m'a répondu que les mesures qu'on avait tirées, quelques leçons de cette pandémie H1N1, et que donc on allait prendre des mesures. Et ces mesures ont notamment été prises dans le cadre d'une nouvelle loi qui s'appelle Loi sur la lutte contre les maladies transmissibles à l'homme, qu'on appelle communément chez nous, en titre abrégé, Loi sur les épidémies, dont la dernière version, il y avait d'autres versions avant, date de 2016. Donc, on a tenu compte des expériences qui avaient été faites pour essayer de moderniser, de donner plus de gouvernance, enfin une gouvernance plus claire entre les cantons et la Confédération pour lutter contre les pandémies qui, on le savait, allaient arriver. On ne pensait quand même pas que l'épidémie de Covid serait autant grave que cela. Cette loi, en fonction du fait, je l'ai dit, qu'il existe un référendum, a été attaquée par un référendum en 2013. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, 50 000 citoyennes et citoyens peuvent attaquer toute loi dans un délai de 100 jours. Donc, ils doivent récolter des signatures, les envoyer aux autorités officielles, ce qu'on appelle les chancelleries. Et dans ce domaine-là, donc, vous pouvez, avec 50 000 personnes, en 100 jours, demander à ce qu'une loi adoptée par le Parlement soit soumise au corps électoral. C'est ce qu'on appelle la démocratie semi-directe, puisque d'un côté, on a des parlementaires qui sont élus par le peuple et les cantons, mais malgré tout, ces parlementaires n'ont jamais le dernier mot, puisqu'il est toujours possible à 50 000 citoyennes et citoyens de pouvoir lancer le référendum. Ce chiffre de 50 000 est relativement bas, puisque le corps électoral suisse compte à peu près 5,3 à 5,4 millions de personnes sur une population de 8,5 millions. Et donc, ce nombre de 50 000 représente moins d'1% du corps électoral, ce qui veut dire qu'il est relativement facile, si on est organisé, de lancer un référendum et de demander à la population dans son ensemble de se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé d'une loi. Les référendaires qui ont lancé le référendum en 2013 se sont opposés à la loi pour des raisons de fédéralisme, des raisons de liberté personnelle, puisqu'il était question de vaccination, on le sait. Il y avait déjà des gens qui étaient opposés à la vaccination, on l'a vu encore d'une façon plus prégnante maintenant avec le Covid, mais aussi parce que cette loi permettait notamment de prendre des mesures de prévention contre certaines maladies transmissibles, notamment le VIH-Sida, et des milieux traditionnalistes, plutôt des milieux fondamentalistes religieux qui existent en Suisse, qui existent dans d'autres pays et par ailleurs, ont lancé ce référendum parce qu'ils étaient opposés à des cours d'éducation sexuelle à l'école. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement 60% des votants ont accepté cette nouvelle loi, qui est donc une réponse à ce que l'on peut faire avant cette crise, c'est-à-dire qu'on avait, avant la crise du Covid ou de la Covid, on avait déjà une loi qui permettait quand même aux autorités de prendre des mesures. On peut donc affirmer que celle-ci était un instrument indispensable pour prendre notamment les mesures d'urgence contre la pandémie en février 2020, lorsqu'elle a apparu d'une façon assez importante en Suisse, après d'autres pays, la Covid. Pendant la crise, lors de l'apparition de la pandémie, le gouvernement fédéral, qui s'appelle le Conseil fédéral en Suisse, qui est composé de 7 personnes, a pu prendre rapidement des mesures sans devoir saisir le Parlement, mais en associant dans la mesure du possible et dans l'urgence les cantons. Parce que les cantons ont des compétences en matière de santé. Le Conseil fédéral n'a pas saisi le Parlement parce que la procédure parlementaire, bon, j'ai été parlementaire pendant 24 ans, mais je dois bien quand même me rendre compte que la procédure parlementaire est longue, et c'est clair qu'il n'aurait pas été possible de s'occuper, et à 246 personnes, de gérer cette question-là. Donc c'est pour ça. D'ailleurs, le Parlement, il faut le dire, est en congé, c'est-à-dire a levé sa session pour des raisons sanitaires, et donc le Parlement ne siégeait plus pendant une assez longue durée, entre mars et juin 2020. Donc le Conseil fédéral a pris des mesures. Bien entendu, comme partout, les autorités disposaient de très peu de temps pour prendre des mesures. La situation a évolué de jour en jour, et je dirais même d'heure en heure. Il n'y avait aucune certitude. C'est pour ça qu'il était important qu'un organe composé de 7 personnes, avec notamment un ministre de la Santé qui a pris un pouvoir considérable dans ce domaine-là, on a tenu compte
un peu de la vie des cantons. Il faut bien dire que tant le Parlement que les cantons ont été un peu laissés de côté par rapport à la lutte contre la pandémie, en tout cas les premiers jours, les premiers mois de cette pandémie. On a atteint donc à ce moment-là des limites du fédéralisme et le Conseil fédéral a utilisé ses pouvoirs extraordinaires donnés justement par la loi sur les épidémies, qui est donc une loi qui permettait, avant la pandémie, de prévoir un certain nombre de règles et aussi en s'appuyant sur la Constitution directement, puisque la Constitution euh, autorise le gouvernement à prendre des mesures de droit de nécessité en cas de danger imminent. Il faut bien admettre que l'apparition de la pandémie et le développement très rapide de la pandémie ont fait que le gouvernement fédéral a pris la main sans trop se préoccuper des cantons qui étaient souvent consultés avec un jour ou un jour et demi de délai pour donner leur avis, mais c'est vrai qu'on doit le dire quand même, la main a été prise par le gouvernement, comme dans beaucoup d'autres pays. Mais c'est vrai que ce droit de nécessité est quand même limité à 6 mois. Donc, le Conseil fédéral a pu prendre des mesures, notamment en décrétant qu'il y avait une situation particulière qui était prévue dans la loi sur les épidémies, puis après une situation extraordinaire qui a fait qu'il a pu prendre le pouvoir. Donc, il était à peu près dans la même situation que beaucoup de pays dans le monde, où c'est surtout les gouvernements qui ont pris des mesures et pas tellement les parlements ou les cantons. Ce droit de nécessité est donc limité à 6 mois. C'est la raison pour laquelle le Parlement fédéral, qui ne siégeait plus depuis le mois de mars, a pris des mesures. Euh, il a été saisi d'une loi qui s'appelait loi Covid-19. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a eu quand même une certaine impatience, un peu du ressentiment de la part des cantons qui ont estimé avoir quand même été un peu mis de côté, et puis de la part du Parlement. Vous savez que les parlementaires ont un ego parfois assez fort, et c'est vrai que le fait d'avoir été mis de côté, ou en tout cas mis sur la touche pendant quelques mois pour prendre des mesures, ne leur a pas forcément plu, notamment à certains parlementaires qui émanent plutôt de la droite dure, voire de l'extrême droite du Parlement, qui estimaient que la Confédération prenait trop de mesures et a contesté ce genre de mesures. La loi Covid, qui a été votée en septembre 2020, prévoyait des aides économiques aux entreprises, des allocations de chômage partiel, c'est-à-dire le fait que les entreprises devaient fermer, et donc les ouvriers, les employés, les travailleuses et les travailleurs recevaient de la part de la Confédération une somme qui faisait en sorte de compenser la perte de salaire qu'ils avaient, les entreprises, donc toucher ça pour leurs employés. Et puis, on a pris aussi des mesures dans le domaine, notamment des aides à la culture, au sport, aux médias. Mais dans cette loi, il n'y avait pas du tout de trace d'une obligation quelconque de vaccination. Parce que la loi sur les épidémies permet la vaccination dans certains cas qui sont bien déterminés, mais dans la loi Covid adoptée par le Parlement en septembre de l'année passée, 2020, il n'y avait aucune obligation de vaccination. Le Parlement a voté cette loi en la déclarant urgente, parce qu'il a la possibilité de déclarer urgente une loi s'il y a urgence. Donc, il y a l'urgence du gouvernement, mais le Parlement a pu déclarer la loi urgente. Et cette loi urgente, ce qui se passe, c'est que même s'il y a un référendum qui est lancé, cette loi reste valable à peu près une année. Et donc, la loi Covid 1, en quelque sorte, la première des lois Covid, devait déployer son champ d'action jusqu'à fin 2021. Ce qu'il faut dire, c'est que le référendum a été lancé, il a abouti parce que, vu le nombre d'opposants, c'était assez facile de trouver 50 000 signatures en 100 jours. Et les opposants à la loi estimaient d'abord qu'on violait leur liberté personnelle et que celle-ci était trop intrusive. Il y avait parmi les opposants la droite du Parlement qui estimait qu'on en faisait trop et que fermer les entreprises, ce n'était pas la bonne solution. Donc, on mettait en quelque sorte l'économie sur le dos et on posait des gros problèmes à l'économie, alors même que le gouvernement a fait comme à peu près tous les pays, c'est fermer les entreprises, en tout cas celles qui n'étaient pas indispensables à la vie courante de la population. Et on avait aussi les anti-vaccins, alors même qu'il n'était pas du tout prévu dans cette loi, ni dans la suivante d'ailleurs, d'obligation vaccinale. Il y a eu un grand nombre de personnes anti-système qui ont fait campagne afin de montrer leur opposition au système politique
On l'a vécu dans pas mal de pays. Bon, ce n'était pas par le biais de référendums, c'était par le biais de manifestations, mais on a vu que beaucoup de gens ont profité un petit peu de cette situation de crise pour essayer de faire en sorte de se faire entendre par les médias, par le reste de la population. Finalement, le 13 juin 2021, donc la loi date de septembre 2020, on a organisé la votation populaire en 2021. Il y a 60,2% des votants qui ont accepté cette loi. Score qui est d'ailleurs identique au score de la loi sur les épidémies. Je l'ai dit tout à l'heure, la loi sur les épidémies avait aussi fait l'objet d'un référendum, et là on est à 60% de oui, 40% de non. Là on est à 60,2% de oui, 39,8% de non. Donc on voit qu'on a à peu près 6 dixièmes de la population qui accepte ces mesures et 4 dixièmes de la population qui les refuse. La loi sur les épidémies est donc devenue définitive. Et ce qui est plaisant dans la démocratie suisse, c'est plaisant, c'est désagréable, ça dépend comment on le prend, c'est qu'elle permet de voter sur pratiquement n'importe quel sujet. Je l'ai dit, la récolte de signatures est relativement facile avec 50 000 signatures. Mais en plus de ça, on peut même voter parfois 2 fois sur le même sujet. Alors, je pousse un peu le trait parce que c'est vrai que on ne peut pas attaquer plusieurs fois la même loi dans la même teneur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple suisse devra voter une nouvelle fois le 28 novembre prochain sur la loi Covid-19 2, en quelque sorte, c'est-à-dire la loi Covid modifiée, puisque en fonction de l'évolution de la situation pandémique, la loi a été modifiée par le Parlement en mai de cette année, donc en mai 2021. En effet, les modifications qui ont vu le jour entre les deux versions concernent l'aide aux entreprises en très grande difficulté. C'est un nouveau programme d'aide en raison des restrictions liées à la pandémie. La question des entrepreneurs indépendants, la question du chômage partiel qui devait être prolongé à nouveau, c'est-à-dire le délai devait être prolongé pour que les personnes qui travaillent dans certaines entreprises qui doivent fermer pour des raisons sanitaires ne soient pas privées de salaire. Donc, c'était des aides plus aux personnes, aux travailleuses et travailleurs que des aides aux entreprises. Si vous voulez, il y avait les deux volets. Et surtout, il y avait la création d'une base légale pour créer le certificat Covid, ou ce qu'on appelle le passeport ou le pass sanitaire, qui existe dans beaucoup de pays. Les opposants à cette nouvelle mouture sont donc ceux qui refusent de se faire vacciner, alors même qu'on ne parle pas de vaccination obligatoire, mais on voit que parmi les gens qui ne souhaitent pas être vaccinés, certains ne souhaitent aucune mesure, ce qui, à mon avis, est un peu irresponsable, mais ça n'engage que moi. Et puis, en quelque sorte, les personnes qui se sentent contrôlées d'une façon abusive du fait de devoir produire leur certificat. Alors moi, je le vis tous les jours lorsque je vais au restaurant. Je dois montrer mon certificat qui donne mon nom, mon prénom et ma date de naissance et qui montre que j'ai été vacciné, qui ne me paraît pas, disons, très intrusif au niveau de la protection de la personnalité, surtout ce qui est assez cocasse. Alors, je sors un peu de mon rôle, mais je le dis quand même, c'est que pas mal de personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées se sont fait vacciner sans problème contre la grippe saisonnière, vont se faire vacciner sans problème lorsqu'elles partent dans les pays étrangers contre la fièvre jaune, par exemple, ça ne pose pas de problème. Et là, tout d'un coup, contre le Covid ou la Covid, on voit qu'il y a une opposition. Au niveau de la protection de la personnalité, ce qui est assez cocasse aussi, c'est que ce certificat n'est pas très intrusif parce qu'il permet de savoir que les personnes étaient contrôlées. Mais chez nous, ça existe aussi, je pense, dans pas mal de pays francophones. Il existe des cartes clients des magasins qui permettent d'obtenir quelques avantages et les gens produisent sans problème leurs cartes clients. On sait très bien à quelle heure ils étaient dans le magasin, ce qu'ils ont exactement acheté, ce qui me paraît, disons, au niveau de la protection de la personnalité, presque plus intrusif que de devoir produire un certificat sanitaire. Le feuilleton n'est pas terminé parce qu'il n'est pas possible que nous devions voter une troisième fois si le Parlement, obligé par les événements et l'évolution de la situation, devait prendre une troisième mouture de la loi Covid. Comme d'habitude, le référendum peut être lancé et à ce moment-là, il est possible que nous votions une troisième fois. Voilà. Le cas de la Suisse est assez particulier parce que je n'ai pas connaissance, en tout cas, et je me suis occupé par le droit constitutionnel comparé lorsque j'étais assistant à l'université à Neuchâtel. Je n'ai pas connaissance de pays, en tout cas pays proches ou pays de l'Union européenne, qui ont
été consultés, qui ont consulté leur population à plusieurs reprises sur les mesures contre la pandémie. Euh, c'est clair que les conséquences de ce système politique suisse, qui est un peu complexe et qui est parfois un peu lent par rapport à un système où le gouvernement prend ses décisions seul, ou un gouvernement qui associe le Parlement, mais dont les décisions du Parlement sont définitives, c'est vrai que le fait d'avoir encore recours au peuple, même s'il existe une droit d'urgence qui fait que la loi entre en vigueur, mais peut être abrogée en cas de non, c'est vrai que ça a eu pour conséquence que le gouvernement suisse, qui devait discuter aussi avec les cantons, avec le Parlement, qui savait qu'il y avait toujours l'épée de Damoclès du référendum, le gouvernement suisse a essayé de prendre des mesures qui permettaient de lutter contre la pandémie, mais qui étaient des mesures qui étaient peut-être moins drastiques que celles que certains pays ont, ont opérées. Je pense notamment à ce qui s'est passé en France, où il y a eu un moment où on avait un confinement, où on ne pouvait pas sortir, ou pas sortir plus d'une heure, à plus de tant de kilomètres. Pendant le Covid, on n'a jamais connu ça en Suisse, parce qu'il est fort possible que si on avait pris ces mesures-là, on aurait eu peut-être, lorsque la loi Covid aurait été acceptée, aurait été votée par le Parlement, un référendum avec une insatisfaction de la population qui aurait pu faire que tout tombait à ce niveau-là. Donc la menace du référendum, l'existence même d'un référendum, fait que les autorités savent qu'elles peuvent être censurées par la population, ce qui n'est pas le cas d'autres pays, même si peut-être dans certains pays la situation est un peu plus grave qu'en Suisse et a nécessité des mesures un peu plus drastiques. Je pense, je l'ai dit encore une fois, au confinement ou au couvre-feu, par exemple, qu'on n'a d'ailleurs pas connu non plus en Suisse. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le confinement a en quelque sorte laissé des compétences résiduelles au canton qui peuvent toujours prendre des mesures supplémentaires ou complémentaires, ce que peuvent pas faire les cantons. Si, par exemple, la Confédération décrète la fermeture des établissements publics, donc des restaurants, cafés et bars, c'est clair que les cantons n'ont pas la compétence d'autoriser sur leur territoire l'ouverture de ces établissements. Par contre, si la Confédération laisse le choix aux cantons de fermer ou de ne pas fermer les restaurants, cafés et bars, il est possible à un canton de prendre une mesure et à un autre de ne pas prendre la même mesure. Ce qui a provoqué un certain tourisme gastronomique, en quelque sorte, puisque certains cantons ont fermé les établissements publics et les habitants de ces cantons qui habitaient proches d'un autre canton qui était plus ouvert allaient manger ou boire quelque chose dans ces restaurants, ce qui a créé une sorte de mosaïque un peu spéciale où il était compliqué de pouvoir faire le point sur les mesures prises par les cantons. Alors ça, c'est les beautés du fédéralisme, mais c'est aussi assez compliqué pour comprendre exactement quelles sont les mesures. C'est vrai qu'un État centralisé, l'avantage, c'est que la visibilité des mesures est beaucoup plus grande que dans un pays, un État fédéral. Imaginez par exemple qu'en France, on ait le territoire de Belfort qui décide de laisser ouverts les restaurants, bars et cafés, alors même que le département du Doubs, qui est frontalier à la région où j'habite, où le département du Haut-Rhin avait fermé. Donc, on aurait assisté aussi à ce tourisme, en quelque sorte, de tourisme gastronomique, en quelque sorte. Donc, on espère que la pandémie, ça c'était pendant la crise, alors on espère quand même que la pandémie, je l'ai déjà dit, va quand même se terminer. Donc, après cette crise, il appartiendra vraiment aux autorités, c'est-à-dire à la société civile, au canton, à la confédération, aux milieux médicaux et scientifiques, d'essayer de tirer les leçons de la pandémie pour mieux se préparer au niveau des infrastructures. C'est vrai qu'on était un peu pris de court. En 2011, je demandais si on avait assez de matériel médical. On m'a répondu oui. Puis on a constaté quand même qu'en 2020, on manquait de masques, on manquait d'écouvillons pour les tests Covid. On manquait aussi de respirateurs. Heureusement, la Suisse produisait des respirateurs. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on ait quand même une situation, en tout cas, qu'on prenne des mesures pour faire en sorte que si une nouvelle pandémie devait se produire, on ne soit pas pris au dépourvu et on ne soit pas obligé de parer à l'essentiel et d'avoir des problèmes de manque de matériel. Il faudra mieux se préparer au niveau des infrastructures aussi, infrastructures médicales. Et à mon avis, il sera important de se repencher sur les questions. Je pense que la situation s'est relativement bien passée au niveau de la gouvernance, mais je crois qu'il y a eu quelques incertitudes. Ce serait important
que si on est dans une situation apaisée, qu'on n'a plus de pandémie, on puisse discuter sereinement avec les cantons, avec toutes les personnes de la société civile pour trouver des solutions, pour qu'on puisse rapidement prendre des mesures, essayer d'associer la population et d'associer aussi les cantons à ça, mais c'est difficile parce que lorsque tous les jours la situation évolue, il est clair qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une assemblée tous les jours pour décider avec 5 millions de personnes ce qu'on va faire, parce que vous pensez bien qu'il y aura des avis tout à fait divergents. Avec le Parlement, c'est déjà compliqué, avec 26 cantons, c'est compliqué. Donc, il est quasiment inéluctable qu'en cas de, dans le plus dur, le plus grave de la crise, il est quasiment inéluctable que ce soit le gouvernement qui prenne ces mesures. Et je pense aussi que ce qu'il faudrait, c'est qu'on tienne compte mieux des expériences pour revoir le système de santé publique, notamment la coordination entre les cantons qui doivent travailler ensemble avec la Confédération. Et alors ça, c'est quelque chose de plus compliqué, je n'ai pas de solution pour l'instant, c'est voir comment on peut faire mieux adhérer la population aux mesures. C'est-à-dire qu'on voit maintenant, mais c'est dans tous les pays, mais en Suisse, c'est particulier parce que la population peut donner son point de vue dans les urnes. On voit quand même qu'on a quand même une partie de la population qui est totalement imperméable aux mesures, qui ne se rend pas compte de la situation. Je pense que l'apparition des réseaux sociaux, l'apparition de personnes qui mettent un peu d'huile sur le feu pour des raisons bassement politiques, à pas arranger les choses, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse trouver des solutions, qu'on puisse discuter, dialoguer, voir comment, lors de la prochaine crise, on puisse faire en sorte de mieux faire adhérer la population. On voit qu'on a quand même ces problèmes-là, puisqu'il y a 2 référendums qui sont lancés. Il est clair que si une nouvelle loi Covid voyait le jour, il y aurait un troisième référendum. On voit aussi que chez nous, on a un taux de vaccination qui est relativement bas, puisque à l'heure actuelle, à fin octobre, on est à peu près à 63-64% de la population qui est vaccinée, ce qui n'est pas suffisant. Mais ça, je pense que lorsqu'on sortira de cette pandémie, le plus vite sera le mieux. On essaye de discuter, de dialoguer et de voir comment on peut faire pour mieux convaincre la population d'adhérer à ces mesures. Alors voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon séminaire et vraiment des conférences intéressantes. Merci beaucoup.